vous vous réveillez au son de sanglots qui traversent le mur. La fine cloison entre votre chambre et la suite parentale n'atténue en rien le rythme familier des larmes étouffées de votre sœur. Il est 3 heures du matin à Manchester, en 1847, et le froid de novembre s'infiltre par toutes les fissures des murs de la maison. Vous rapprochez la couverture de laine rugueuse, mais le froid ne vient pas seulement de l'air. Il vient du fait que vous savez exactement ce qui s'est passé dans cette pièce ce soir, et que vous ne pouvez rien y faire. Votre sœur Margaret a fait un beau mariage, disait-on. Charles Whitmore possède 3 usines textiles et une grande maison dans un quartier chic de la ville. Le mariage était l'événement mondain de la saison, avec de la dentelle française importée et suffisamment de fleurs pour garnir une véranda. Margaret était radieuse dans sa robe de soie blanche, même si vous avez remarqué le tremblement de ses mains lorsqu'elle a signé l'acte de mariage. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, ces mêmes mains portent les traces jaunâtres de bleu qui ne semblent jamais vouloir guérir. Les sanglots s'arrêtent. On entend les pas lourds de Charles sur le plancher, le grincement de la porte, puis le silence. Au matin, Margaret descendra prendre son petit déjeuner, vêtue d'une robe à col montant et soigneusement poudrée sur le cou. Elle servira le thé d'une main ferme et demandera le temps qu'il fait. Charles lira son journal et se plaindra des domestiques. Personne ne mentionnera les bruits de la nuit précédente, car dans l'Angleterre victorienne, ce qui se passe entre un mari et sa femme est sacré, privé et totalement hors de portée de la loi ou de toute intervention. Tel est le mariage à l'époque victorienne, non pas l'idéal romantique de la littérature et des drames d'époque, mais la réalité brutale qui régnait derrière les rideaux de dentelle et la bonne société. Ce soir, nous levons le voile sur ce que le mariage signifiait vraiment pour les femmes à une époque où l'amour était un luxe et la survie la seule certitude. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes provenant de différentes parties du monde, connectées à travers le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. L'histoire de Margaret n'est pas inhabituelle. En 1847, lorsqu'elle épousa Charles Whitmore, la doctrine juridique de la couverture signifiait qu'elle cessait d'exister en tant que personne aux yeux de la loi. Dès l'instant où elle prononça « oui », son identité, ses biens, son corps même devint la possession légale de son mari. Sir William Blackstone, le grand juriste, l'a clairement expliqué dans ses commentaires sur les lois anglaises, le mari et la femme ne forment qu'une seule personne en droit. Autrement dit, l'être même, l'existence juridique de la femme, est suspendue pendant le mariage. Suspendue comme une horloge dont le tic-tac s'est arrêté. Un livre fermé au milieu d'une phrase, une chanson interrompue. Margaret ne possédait plus rien. Ni l'héritage de son père, ni les bijoux qu'elle portait depuis son enfance, ni même les vêtements qu'elle portait. Charles pouvait vendre ses biens, dépenser son argent et prendre toutes les décisions concernant sa vie sans la consulter. Si elle gagnait de l'argent grâce à son travail, il lui appartenait. Si elle écrivait un roman et qu'il devenait un succès, les profits lui appartenaient. Elle ne pouvait signer aucun contrat, intenter ni être poursuivie en justice, ni même rédiger un testament sans sa permission. La transformation fut immédiate et totale. Le jour de son mariage, Margaret Hartwell disparut et devint Madame Charles Whitmore, une non-entité juridique dont l'existence était entièrement définie par sa relation avec un homme. Elle n'était plus une personne. Elle était un bien précieux, mais finalement jetable. Mais l'abolition de la loi n'était qu'un début. Le mariage victorien reposait sur une ignorance délibérée et une honte calculée. Les jeunes femmes se mariaient en ignorant pratiquement tout de ce qu'on attendait d'elles. L'éducation sexuelle était non seulement absente, mais formellement interdite. Les mères murmuraient de vagues avertissements sur les devoirs conjugaux et la soumission aux besoins de leur mari, mais les détails étaient jugés trop vulgaires pour une conversation décente. Eleanor Glenn, dans ses mémoires rédigés des décennies plus tard, décrit sa nuit de noces en 1892, « J'étais aussi ignorante qu'une enfant de 5 ans. Ma mère ne m'avait absolument rien dit sur le mariage. Je suis allée à mon mariage dans une innocence totale,
m'attendant peut-être à lui tenir la main et à recevoir de doux baisers. Lorsque mon mari s'est approché de moi ce soir-là, j'étais si terrifié que j'ai cru mourir. Cette ignorance n'était pas fortuite. Elle était soigneusement cultivée. La société victorienne croyait que la connaissance des questions sexuelles corromprait la pureté naturelle des femmes et les rendrait moralement suspectes. Les femmes honnêtes n'étaient pas censées apprécier l'intimité physique. Elles l'acceptaient comme un devoir. Le docteur William Acton, médecin respecté, écrivait en 1862 que « la majorité des femmes ne sont pas particulièrement perturbées par des sentiments sexuels, quels qu'ils soient. Toute femme manifestant des signes de désir sexuel était considérée comme anormale, voire nymphomane. » La nuit de noces devint une initiation traumatisante pour d'innombrables femmes. Mary Kingsley, la célèbre exploratrice, écrivait en privé à une amie, « Le mariage est un viol légalisé. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce qui arrive aux femmes qui s'y engagent sans préparation. » L'expression « fermer les yeux et penser à l'Angleterre » devint un refrain courant. On attendait des femmes qu'elles supportent les rapports sexuels pour le bien de l'Empire, donnant naissance à la prochaine génération de citoyens, sans y trouver de plaisir. Mais plus dévastateur encore que le traumatisme physique était l'isolement psychologique. Elles ne pouvaient pas parler de leurs expériences, demander de l'aide, ni même admettre leurs souffrances. Se plaindre de leur relation conjugale revenait à admettre un échec moral. Une bonne épouse se soumettait joyeusement aux désirs de son mari, aussi douloureux ou dégradants fussent-ils. Elle souriait en public et souffrait en privé, prisonnière de la honte et du silence. La chambre à coucher devint le théâtre d'agressions régulières. Mais parler d'agression était impensable. Le viol conjugal n'était pas reconnu légalement comme un crime. Il était considéré comme une contradiction. Un mari était propriétaire du corps de sa femme et pouvait en disposer à sa guise. Les vœux de mariage incluaient « honorer et obéir » pour la femme et « aimer et chérir » pour l'homme, mais ces vœux étaient plus ambitieux qu'obligatoires. La loi ne prévoyait aucun recours pour une femme dont le mari était brutal, violent ou sexuellement violent. Les archives judiciaires de l'Old Bailey révèlent l'ampleur de cette impuissance juridique. En 1854, une femme nommée Sarah Henderson porta plainte contre son mari pour traitement cruel et inhabituel. Les preuves montraient qu'il la battait régulièrement, la forçait chaque nuit malgré sa détresse évidente et la menaçait de la tuer si elle la quittait. Le juge a rejeté l'affaire, statuant que « un mari ne peut pas être coupable de viol sur sa femme, car par leur consentement matrimonial mutuel et leur contrat, la femme s'est livrée de cette manière à son mari. » Le piège économique était tout aussi dévastateur. Les femmes ne pouvaient exercer la plupart des métiers, ne pouvaient pas être propriétaires, ni contrôler leur propre argent. Même les femmes riches vivaient à la merci de la générosité de leur mari. Margaret Whitmore découvrit cette réalité lorsqu'elle demanda de l'argent à Charles pour rendre visite à sa mère malade. Il refusa, non pas parce qu'il n'en avait pas les moyens, mais parce qu'il ne voulait pas qu'elle aille. Elle n'avait pas d'argent, aucun moyen de payer son transport, et aucun droit légal de quitter la maison contre sa volonté. Pour les femmes de la classe moyenne, la situation était encore plus précaire. Elles ne pouvaient travailler sans perdre leur statut social et n'avaient aucun héritage sur lequel s'appuyer. Le mariage devint une nécessité économique, une transaction où une femme échangeait sa liberté contre une sécurité financière. La pression pour se marier était énorme. Les femmes célibataires étaient prises en pitié, moquées et progressivement exclues de la société. Elles devinrent des vieilles filles, des ratées sociales qui, d'une manière ou d'une autre, n'avaient pas réussi à séduire un homme. Le marché matrimonial était brutal et calculateur. Les parents évaluaient les prétendants potentiels en fonction de leurs perspectives financières, et non de leur caractère. La capacité d'un homme à subvenir à ses besoins était plus importante que sa gentillesse, son intelligence ou sa compatibilité avec sa future épouse. Les femmes étaient considérées comme du bétail, leur beauté, leur dot, leur potentiel reproductif, leur capacité à gérer un foyer et à rehausser le statut social de leur mari. La cour était une performance soigneusement chorégraphiée, assortie de règles strictes de comportement. Les jeunes femmes ne pouvaient pas rester seules avec des hommes, ni exprimer librement leurs pensées et leurs sentiments, ni manifester le moindre signe d'attirance physique.
Elles étaient censées être charmantes sans être trop intelligentes, belles sans être trop sensuelles, accomplies sans être trop ambitieuses. L'objectif était d'attirer un mari tout en conservant une vertu parfaite, un équilibre presque impossible qui donnait à de nombreuses femmes le sentiment d'être les actrices de leur propre vie. Les fiançailles étaient souvent la période la plus heureuse de la vie d'une femme, car elles représentaient l'espoir et les possibilités. Une fois mariée, ces possibilités s'évanouissaient. Prenons le cas d'Emma Darwin, épouse de Charles Darwin. Avant son mariage, elle était une pianiste accomplie et une correspondante réfléchie, engagée dans des discussions théologiques approfondies. Après son mariage, elle devint une épouse et une mère dévouée, dont les activités intellectuelles étaient subordonnées au travail de son mari. Ces lettres témoignent d'un rétrécissement progressif de son univers, les tâches domestiques accaparant son temps et son énergie. La pression pour avoir des enfants était immédiate et incessante. La valeur première d'une femme était sa fertilité, et l'incapacité à concevoir était perçue comme un échec personnel. La femme victorienne moyenne était enceinte ou allaitait la majeure partie de sa vie adulte. La reine Victoria elle-même, malgré son accès aux meilleurs soins médicaux, eut 9 enfants et méprisait notoirement la grossesse et l'accouchement. Elle écrivit à sa fille, « Ce que tu dis de la fierté de donner vie à une âme immortelle est très beau, ma chère, mais j'avoue que je ne peux pas y entrer. Je pense bien plus à notre comportement de vache ou de chien dans de tels moments. » Si même la reine trouvait la grossesse pénible, imaginez l'expérience des femmes ordinaires. Elles n'avaient aucune contraception fiable, aucune option d'avortement sans risque, aucun choix quant au moment et à la fréquence de leur grossesse. Chaque grossesse était un pari risqué avec la mort. Les taux de mortalité maternelle étaient effarants. Une naissance sur 200 se soldait par le décès de la mère. L'accouchement était douloureux, dangereux et souvent fatal. L'ignorance et l'arrogance du corps médical aggravaient la situation. Les médecins pensaient que le corps des femmes présentait des défauts fondamentaux, que leurs organes reproducteurs les rendaient intrinsèquement instables et sujettes à l'hystérie. Tout problème physique ou émotionnel était attribué à l'utérus, cet utérus vagabond censé être la cause de tous les maux féminins. Le traitement impliquait souvent des cures de repos, véritable torture psychologique, isolant les femmes et les gardant inactives jusqu'à ce qu'elles tombent gravement malades. Le docteur Silas Weir Mitchell a popularisé cette cure dans les années 1870, prescrivant un repos complet au lit, l'isolement de la famille et des amis, et l'interdiction de toute activité intellectuelle. Charlotte Perkins Gilman a subi ce traitement et a écrit plus tard Le papier peint jaune, une histoire troublante sur une femme rendue folle par l'inactivité forcée. Le remède au repos était une torture déguisée en médicament, une façon de briser l'esprit des femmes et de les forcer à se soumettre. Le culte de la domesticité enfermait les femmes dans leur foyer, les rendant prisonnières de leur propre nature supposée. Les vraies femmes étaient censées être pieuses, pures, soumises et domestiques. Elles étaient l'ange au foyer, des créatures trop délicates et spirituelles pour les dures réalités de la vie publique. Cette idéologie semblait valoriser les femmes, mais en réalité, elle les emprisonnait. Elles étaient vénérées tant qu'elles restaient impuissantes, louées tant qu'elles ne remettaient jamais en cause l'autorité masculine. Le foyer devenait une prison ornée de sentiments. Les femmes étaient censées s'épanouir dans les tâches domestiques, la cuisine, le ménage, la couture et les soins aux enfants. Mais ces tâches étaient interminables, répétitives et souvent abrutissantes. Les femmes intelligentes sentaient leurs facultés mentales s'atrophier faute d'utilisation. Ils étaient coupés de la politique, des affaires, de l'éducation et de toutes les activités qui auraient pu donner un sens à leur vie. Même leurs vêtements étaient conçus pour restreindre leurs mouvements et renforcer leur sentiment d'impuissance. La femme victorienne idéale avait une taille incroyablement fine, obtenue grâce à des corsets à la sage serrés qui comprimaient les organes internes et rendaient la respiration profonde difficile. Les femmes s'évanouissaient régulièrement par manque d'oxygène, ce qui était perçu comme une preuve de leur féminité délicate plutôt que comme un signe de mode dangereuse. Les jupes lourdes, les jupons multiples et les sous-vêtements restrictifs rendaient des tâches simples, comme monter les escaliers, épuisantes. La mode était une autre forme de contrôle, un moyen de garantir que les femmes restaient physiquement dépendantes des hommes. Elles ne pouvaient ni courir, ni travailler, ni se défendre. La femme victorienne idéale était,
au sens propre comme au figuré, limité. Ses mouvements étaient restreints, son corps contraint, ses options limitées. Ce deux poids, deux mesures était d'une hypocrisie stupéfiante. Alors que les femmes étaient censées rester pures et ignorantes, les hommes étaient encouragés à acquérir une expérience sexuelle avant le mariage. La prostitution prospérait dans les villes victoriennes, offrant aux hommes des débouchés sexuels tout en entretenant l'illusion que les femmes respectables étaient naturellement chastes. Cette même société qui condamnait les femmes au moindre manque de bienséance tolérait, voire encourageait, la promiscuité masculine. Le divorce était quasiment impossible et socialement catastrophique. La loi sur les causes matrimoniales de 1857 autorisait le divorce dans des circonstances extrêmes, mais les conditions étaient radicalement différentes pour les hommes et les femmes. Un homme pouvait divorcer de sa femme pour adultère uniquement, mais une femme devait prouver l'adultère, la cruauté, l'abandon de famille ou tout autre délit. La procédure était coûteuse, publique et honteuse. Même un divorce réussi laissait les femmes exclues de la société, coupées de leurs enfants et de leur vie antérieure. La plupart des femmes qui quittaient leur mari sombraient dans la pauvreté et la disgrâce. Elles ne pouvaient récupérer leurs biens, obtenir la garde de leurs enfants, ni retourner dans leur famille sans déshonorer tout le monde. La menace d'ostracisme social maintenait la plupart des femmes prisonnières des mariages les plus violents. Le cas de Caroline Norton illustre l'impuissance des femmes, même les plus privilégiées. En 1836, Norton quitta son mari violent et lança une campagne publique pour une réforme juridique. Son mari réagit en réclamant la garde de leurs 3 enfants et en refusant de la laisser les voir. Il conserva également tous les revenus de sa brillante carrière d'écrivaine. Norton n'avait aucun recours juridique. Son mari possédait ses enfants, son argent et son travail. Elle a passé des décennies à se battre pour des réformes, mais les lois n'ont changé qu'après que sa propre situation ait détruit sa santé et son bonheur. La religion renforçait ses modèles de soumission et de souffrance. L'Église enseignait que la subordination des femmes était divinement ordonnée, que le péché d'Ève avait condamné toutes les femmes à souffrir sous l'autorité masculine. Les douleurs de l'accouchement étaient la punition divine pour la faiblesse féminine. La violence domestique était une croix à porter, une épreuve de foi, une occasion de croissance spirituelle à travers la souffrance. La Bible était citée de manière sélective pour soutenir la domination masculine. Femmes, soumettez-vous à vos maris, était répété à l'infini, tandis que les passages sur l'amour et le respect mutuel étaient ignorés. On enseignait aux femmes à trouver un sens à la souffrance, à croire que leur douleur servait un but supérieur. Ce cadre théologique rendait la résistance non seulement vaine, mais pécheresse. Le bilan psychologique fut dévastateur. Les femmes intériorisèrent ces messages, persuadées que leur souffrance était méritée, que leur désir était égoïste et que leur intelligence n'était pas féminine. Elles développèrent ce que nous appellerions aujourd'hui des symptômes de dépression, d'anxiété et de stress post-traumatique. Mais la médecine victorienne ne reconnaissait pas ces affections comme des maladies légitimes. La détresse émotionnelle des femmes était considérée comme de l'hystérie, de la faiblesse ou une défaillance morale. Les célèbres troubles nerveux victoriens étaient en réalité des réactions normales à des situations intolérables. Les femmes incapables d'exprimer leur frustration, leur colère ou leur désespoir développaient des symptômes physiques. Elles souffraient d'évanouissement, de maux de tête, de paralysie et de maladies mystérieuses qui déconcertaient les médecins. Le corps se rebellait lorsque l'esprit en était incapable. Certaines femmes ont trouvé des moyens de résister, mais les options étaient limitées et dangereuses. L'Écriture a offert un exutoire à quelques femmes privilégiées, mais elles ont souvent dû publier sous des pseudonymes masculins. Les sœurs Brontë utilisaient les noms de Cura, Ellis et Acton Bell. George Eliot était en réalité Marianne Evans. Ces femmes devaient cacher leur identité pour être prises au sérieux, et leur succès était exceptionnel. D'autres se tournaient vers le spiritisme, les séances de spiritisme et le mysticisme religieux, des activités qui leur procuraient un sentiment de pouvoir et de raison d'être en dehors de la sphère domestique. Le mouvement spiritualiste était dominé par des femmes qui prétendaient communiquer avec les morts, recevoir des messages divins et posséder des pouvoirs surnaturels. Ces activités étaient socialement acceptables car perçues comme des prolongements de la spiritualité féminine,
mais elle constituait une forme de rébellion dissimulée. Les femmes les plus désespérées se sont suicidées, même si cela était rarement enregistré. À vrai dire, les décès par noyade, empoisonnement ou chute accidentelle étaient parfois des suicides déguisés. Des femmes qui préféraient la mort à la souffrance continue. Les taux de suicide féminin dans l'Angleterre victorienne étaient plus élevés que ne le suggèrent les registres officiels, dissimulés par les familles honteuses de la stigmatisation. Les enfants issus de ces mariages ont grandi en étant témoins d'une oppression systématique, apprenant que c'était normal, que c'était ainsi que fonctionnaient les relations. Les fils apprenaient à dominer, les filles à se soumettre. Ce cycle s'est perpétué de génération en génération, créant une société où la violence était banalisée et où la résistance était impensable. Les riches disposaient de plus de ressources, mais pas nécessairement de plus de liberté. Lady Constance Ballois a décrit sa vie privilégiée mais contrainte avec force détail. Malgré la richesse et la position sociale de sa famille, elle n'avait aucun contrôle sur ses propres décisions, aucun moyen de poursuivre ses intérêts, aucune échappatoire aux attentes étouffantes de sa classe. Elle écrivait « Je suis comme un oiseau en cage dorée, bien nourri, bien logé, mais toujours prisonnière. » Les classes moyennes aspiraient à cette prison, la considérant comme un signe de respectabilité et de réussite. Une femme qui n'avait pas à travailler était la preuve de la prospérité de son mari. L'épouse idéale de la classe moyenne était ornementale, symbole de statut social, démontrant la capacité de son mari à subvenir aux besoins d'une femme aisée. Elle était suffisamment instruite pour être intéressante, mais pas au point d'être menaçante, suffisamment accomplie pour impressionner, mais pas au point de devenir compétitive. Les classes ouvrières étaient confrontées à des défis différents, mais tout aussi cruels. Les femmes de la classe ouvrière devaient travailler, mais leur salaire était bien inférieur à celui des hommes pour le même travail. Elles étaient doublement chargées, elles devaient contribuer aux revenus du ménage tout en s'occupant de toutes les tâches domestiques. Le mariage n'offrait guère de répit. Les femmes de la classe ouvrière travaillaient souvent à l'extérieur du foyer tout en portant et élevant leurs enfants, en cuisinant, en nettoyant et en prenant soin de leur mari. La révolution industrielle a créé de nouvelles formes d'exploitation. Femmes et enfants travaillaient dans des usines, des mines et des moulins dans des conditions dangereuses pour un salaire minime. Les usines textiles de Manchester, où le mari de Margaret Whitmore a fait fortune, employaient des milliers de femmes et de jeunes filles qui travaillaient 12 heures par jour dans des bâtiments mal ventilés et remplis de machines dangereuses. Les accidents du travail étaient fréquents et les travailleurs ne bénéficiaient d'aucune protection juridique contre la négligence de leur employeur. Le double standard sexuel était encore plus prononcé dans les milieux populaires. La réputation d'une femme était son seul atout, et la perdre signifiait sa ruine sociale et économique. Mais les femmes de la classe ouvrière étaient moins protégées contre la prédation masculine. Elles travaillaient aux côtés des hommes, vivaient dans des conditions de promiscuité et n'avaient aucun chaperon pour protéger leurs vertus. Elles étaient plus vulnérables aux agressions sexuelles et moins susceptibles de recevoir de l'aide si elles en étaient victimes. Les grossesses hors mariage étaient catastrophiques pour les femmes de la classe ouvrière. Elles perdaient leur emploi, leur maison et le soutien de leur famille. L'infanticide était tragiquement fréquent, car des femmes désespérées tuaient leur nouveau-né plutôt que de sombrer dans la misère. Le scandale des élevages de bébés dans les années 1860 a révélé l'existence de réseaux de femmes qui recueillaient des nourrissons non désirés contre rémunération, puis les négligeaient délibérément jusqu'à leur mort. Ces femmes étaient vilipendées, mais elles répondaient aux besoins d'une société qui n'offrait aucun soutien aux mères célibataires. Le système juridique reflétait et renforçait ces inégalités. Les femmes ne pouvaient pas faire partie de jurys, ni exercer le droit, ni témoigner contre leur mari devant les tribunaux. Leur témoignage était considéré comme moins fiable que celui des hommes, et leur moralité était plus facilement mise en doute. Les affaires de viol étaient notoirement difficiles à poursuivre, car le passé sexuel de la victime était considéré comme pertinent pour sa crédibilité. Une femme ayant déjà eu des relations sexuelles était présumée mentir au sujet du viol. La profession médicale était tout aussi partiale. Les médecins croyaient que le corps des femmes était intrinsèquement pathologique, que les menstruations les rendaient temporairement folles et que leurs organes reproducteurs contrôlaient leur comportement.
La gynécologie s'est développée grâce à des expérimentations sur des femmes esclaves, opérées sans anesthésie, car les médecins pensaient que les femmes noires ressentaient moins la douleur que les femmes blanches. Ces préjugés racistes et sexistes ont influencé la pratique médicale pendant des décennies. Le développement de l'obstétrique fut particulièrement préoccupant. Les médecins hommes prirent progressivement le contrôle des accouchements, supplantant les sages-femmes pourtant forts de plusieurs siècles d'expérience. Mais ces médecins n'avaient aucune connaissance pratique de la grossesse et de l'accouchement. Ils n'en avaient jamais fait l'expérience eux-mêmes et se voyaient souvent interdire d'examiner directement le corps des femmes. Ils s'appuyaient sur des manuels rédigés par d'autres hommes, créant ainsi un cercle vicieux d'ignorance et d'incompétence. L'utilisation des forceps et autres instruments a considérablement augmenté sous la direction des hommes, causant souvent plus de tort que de bien. Les médecins ont pratiqué des interventions chirurgicales inutiles, prescrit des médicaments dangereux et engendré des complications que les sages-femmes avaient jusque-là évitées. La médicalisation de l'accouchement, présentée comme un progrès, a en réalité augmenté les taux de mortalité maternelle dans de nombreuses régions. L'impact psychologique de cette oppression systématique fut profond et durable. Les femmes développèrent ce que nous appellerions aujourd'hui une impuissance acquise, la conviction que toute résistance était vaine, que leur souffrance était inévitable et qu'elles n'avaient aucun pouvoir sur leur situation. Ce conditionnement psychologique était si efficace que nombre d'entre elles se croyaient sincèrement inférieures, que leur subordination était déterminée biologiquement. Les rares femmes qui se révoltèrent subirent de lourdes conséquences. Frances Wright, réformatrice écossaise qui défendit les droits des femmes dans les années 1820, fut dénoncée comme une radicale dangereuse et exclue de la vie publique. Surnommée la grande prostituée rouge de l'infidélité, elle fut menacée de violence pour son engagement. Son expérience montra à d'autres femmes le prix de la résistance. Le mouvement pour le suffrage n'émergea que dans les années 1860, et même à cette époque, il se heurta à une opposition farouche. L'idée que les femmes devraient avoir des droits politiques était considérée non seulement comme erronée, mais aussi comme dangereuse, menaçant l'ordre naturel de la société. Les groupes anti-suffrage affirmaient que le vote détruirait la féminité des femmes, briserait les familles et engendrerait le chaos social. Les opposants au suffrage féminin ne défendaient pas seulement le privilège masculin. Ils défendaient une vision du monde fondée sur la subordination des femmes. Le marché matrimonial devint de plus en plus calculateur au fil du siècle. L'essor du capitalisme industriel créa de nouvelles formes de richesse et de mobilité sociale, mais aussi de nouvelles inquiétudes quant au statut et à la respectabilité. Le mariage devint une transaction commerciale, avec des négociations détaillées sur la dot, les accords et les droits de succession. L'amour était un luxe que peu pouvaient s'offrir. La saison londonienne incarnait cette marchandisation du mariage. Les jeunes femmes étaient présentées à la cour, assistaient à des bals et à des fêtes, et étaient évaluées par des prétendants potentiels et leurs familles. Le processus était déshumanisant. Les femmes étaient jugées comme du bétail, leur valeur étant déterminée par leur apparence, leurs relations familiales et leurs perspectives financières. Le rituel social de la cour masquait ce qui était essentiellement un marché aux esclaves. La pression sur les jeunes femmes était énorme. Elles n'avaient qu'une seule chance de faire un bon mariage, généralement à la fin de l'adolescence ou au début de la vingtaine. Si elles ne parvenaient pas à trouver un mari au cours de leur première saison, elles étaient considérées comme des biens périmés. La peur de finir vieille fille poussait de nombreuses femmes à accepter des partenaires inadaptés, privilégiant la sécurité à la compatibilité. Le déclin des mariages arrangés n'a pas nécessairement amélioré la situation des femmes. L'idéologie de l'amour romantique a créé de nouvelles formes de pression et de déception. On disait aux femmes qu'elles devaient se marier par amour, mais on attendait aussi d'elles qu'elles trouvent cet amour dans les limites étroites de leur classe sociale et des attentes familiales. La contradiction était impossible à résoudre. L'essor de l'idéal du mariage de compagnie à la fin de l'époque victorienne promettait une plus grande égalité entre les époux, mais la réalité était souvent décevante. Les hommes restaient les chefs juridiques et économiques du foyer. Les femmes étaient toujours censées subordonner leurs intérêts à la carrière de leur mari, et le déséquilibre fondamental des pouvoirs demeurait inchangé. La nouvelle idéologie ne faisait qu'embellir les anciennes inégalités sous un langage plus attrayant.
Le développement de la psychologie en tant que discipline a renforcé les stéréotypes de genre au lieu de les remettre en question. Les premiers psychologues, comme Gustave Léon, soutenaient que le cerveau des femmes était plus petit et moins développé que celui des hommes, et qu'elles étaient naturellement adaptées à la vie domestique plutôt qu'aux activités intellectuelles. Ces arguments scientifiques ont donné une nouvelle légitimité à de vieux préjugés. L'éducation des filles reflétait ces croyances. Même les familles aisées n'offraient à leurs filles que des connaissances superficielles, quelques notions de français, de dessin, parfois de piano. L'objectif était de les rendre attrayantes aux yeux de futurs maris, et non de développer leurs capacités intellectuelles. L'enseignement supérieur pour les femmes était considéré comme dangereux, susceptible d'entraîner stérilité, dépression nerveuse ou comportement disgracieux. Les rares femmes qui bénéficiaient d'une éducation supérieure se heurtaient à d'énormes obstacles. Elles étaient exclues de la plupart des universités, privées d'accès aux carrières professionnelles et soumises à une surveillance et des critiques constantes. Les premières femmes médecins, avocates et scientifiques étaient traitées au mieux comme des curiosités, au pire comme de dangereuses aberrations. Leur succès était perçu comme une preuve de leur nature peu féminine plutôt que comme une preuve de leur capacité. L'importance accordée à la respectabilité à l'époque victorienne a donné naissance à de nouvelles formes de contrôle social. Le comportement des femmes était constamment surveillé et jugé, non seulement par les hommes, mais aussi par d'autres femmes qui avaient intériorisé les mêmes normes. La pression pour préserver les apparences était épuisante et coûteuse. Les femmes consacraient énormément de temps et d'argent à l'habillement, à la toilette et aux rituels sociaux, qui ne servaient à rien d'autre qu'à démontrer leur soumission aux attentes sociales. Le culte de la vraie féminité créait des normes impossibles à atteindre. La femme idéale était à la fois innocente et sage, forte et fragile, passionnée et pure. Elle était censée être naturellement maternelle, mais aussi éternellement jeune, intellectuellement stimulante sans être exigeante, moralement supérieure mais politiquement impuissante. Ces contradictions ont plongé de nombreuses femmes dans le désespoir, luttant pour incarner un idéal impossible. L'hypocrisie de la société victorienne était particulièrement manifeste dans son traitement de la sexualité. Alors que les femmes respectables étaient censées être pures et ignorantes, la société dépendait du travail des prostituées, des actrices et d'autres femmes condamnées pour leur décadence. Le complexe Madone Putain était ancré dans la structure sociale, créant un système où certaines femmes étaient vénérées pour leur pureté, tandis que d'autres étaient exploitées pour leur sexualité. Les conditions de vie dans les hospices victoriens révélaient la véritable attitude envers les femmes qui ne se conformaient pas aux attentes sociales. Femmes enceintes, vieilles filles et autres femmes indésirables étaient hébergées dans des institutions délibérément punitives. L'objectif était de rendre l'hospice moins attrayant que le pire mariage possible, afin que les femmes acceptent n'importe quel mari plutôt que de sombrer dans la misère. L'essor de la culture de consommation à la fin de l'époque victorienne a engendré de nouvelles formes d'oppression des femmes. Les femmes étaient ciblées en tant que consommatrices, encouragées à dépenser de l'argent en vêtements, articles ménagers et produits de soins personnels. Mais elles étaient également critiquées pour leur prétendue vanité et leur matérialisme. La même société qui a créé la demande de consommation féminine a condamné les femmes qui y répondaient. Le développement des grands magasins et des magazines de mode a exercé une pression nouvelle sur les femmes, les obligeant à se conformer à des normes de beauté et de respectabilité en constante évolution. La femme idéale était en constante évolution, les obligeant à consacrer énormément de temps et d'argent à suivre la mode. L'industrie de la beauté s'est imposée comme une force puissante, créant des insécurités qu'elle promettait ensuite de résoudre. L'époque victorienne a vu naître l'industrie du mariage moderne, avec son accent mis sur les robes blanches, les cérémonies élaborées et les idéaux romantiques. Mais ces rituels ont masqué la réalité fondamentale du mariage, perçue comme une transaction juridique et économique. La robe de mariée blanche symbolisait la pureté et l'innocence de la mariée, mais elle représentait aussi sa transformation de personne en propriété. La tradition de la lune de miel s'est développée pour faciliter la transition entre la cour et le mariage, offrant aux couples l'intimité nécessaire pour consommer leur relation loin du regard familial. Mais pour de nombreuses femmes, la lune de miel a été une expérience traumatisante, car elles ont été confrontées pour la première fois à la réalité de l'obligation sexuelle.
Le langage romantique entourant le mariage ne pouvait masquer le fait que de nombreuses femmes étaient vendues comme esclaves sexuelles. Le développement de l'assurance vie reflétait la réalité économique de la dépendance des femmes. Les maris pouvaient souscrire des polices d'assurance sur la tête de leur épouse, incitant financièrement les femmes à mourir jeunes. Le secteur de l'assurance calculait la valeur des femmes en fonction de leur capacité reproductive et de leur travail domestique, les considérant comme des actifs économiques plutôt que comme des êtres humains. L'essor de la photographie a documenté la vie des femmes victoriennes avec un niveau de détail sans précédent. Mais il a aussi révélé l'étendue de leurs contraintes. Les portraits de famille montrent des femmes dans des poses rigides, des expressions soigneusement composées, des vêtements minutieusement restrictifs. Les photographies qui subsistent nous montrent des femmes soumises, au sens propre comme au figuré, aux attentes de leur époque. Le développement du roman comme forme littéraire a offert aux femmes de nouvelles manières d'explorer leurs expériences et d'exprimer leurs frustrations. Des écrivaines comme Charlotte Brontë, Elizabeth Gaskell et George Eliot ont créé des personnages féminins luttant contre les contraintes sociales, exigeant de la vie davantage que le mariage et la maternité. Mais ces héroïnes de fiction ont souvent été punies pour leur rébellion, mourant jeunes ou apprenant à accepter leurs limites. Les romans à sensation des années 1860 révélaient les dessous sombres du mariage victorien, avec bigamie, adultère et violence conjugale. Ces histoires, qualifiées de vulgaires à sensation, étaient pourtant le reflet d'une réelle inquiétude face à l'impuissance et à la vulnérabilité des femmes. Leur popularité suggérait que les lecteurs étaient avides d'histoires qui prenaient en compte la réalité de la vie des femmes. Le développement du télégraphe et de la poste a ouvert de nouvelles perspectives de communication et d'organisation pour les femmes. Elles pouvaient correspondre entre elles à distance, partager leurs expériences et s'entraider. Les réseaux épistolaires qui se sont développés parmi les femmes victoriennes ont joué un rôle crucial dans l'émergence d'une conscience féministe. L'essor de la philanthropie a offert à certaines femmes un moyen socialement acceptable de quitter leur foyer et de s'engager sur les questions publiques. Le travail caritatif était perçu comme une extension de l'instinct maternel naturel des femmes. Mais il offrait également des opportunités de leadership et d'engagement social. Le mouvement de tempérance des femmes, en particulier, leur a offert une tribune pour critiquer le comportement masculin et plaider en faveur de réformes sociales. Le développement des méthodes de contraception, bien que primitives et souvent dangereuses, a permis à certaines femmes de mieux contrôler leur vie reproductive. Ces connaissances se transmettaient par le biais de réseaux informels de femmes, partagés à voix basse et par lettres codées. Le corps médical s'opposait à la contraception, mais les femmes continuaient de chercher des moyens de limiter leur nombre et de préserver leur santé. La guerre civile américaine et la guerre de Crimée en Europe ont ouvert de nouvelles perspectives aux femmes, leur permettant de travailler comme infirmières, enseignantes et organisatrices. Ces expériences leur ont donné la confiance et les compétences qu'elles utiliseraient plus tard dans la lutte pour les droits politiques. L'urgence de la guerre a permis aux femmes d'assumer des rôles impensables en temps de paix. Le développement du grand magasin comme institution sociale a créé de nouveaux espaces où les femmes pouvaient circuler librement et interagir entre elles. Le shopping est devenu une forme d'activité sociale, donnant aux femmes une raison de sortir de chez elles et d'ouvrir le monde. Les salons de thé et les espaces de repos des grands magasins sont devenus des lieux de rencontre informels où les femmes pouvaient discuter de leur vie et partager leurs préoccupations. L'essor de la « nouvelle femme » dans les années 1880 après. Jésus-Christ a représenté une remise en cause directe des idéaux victoriens de féminité. Ces femmes ont poursuivi des études supérieures, des carrières professionnelles et un militantisme politique. Elles ont rejeté le culte de la domesticité et revendiqué l'égalité avec les hommes. Mais elles ont également dû faire face à une forte réaction négative, la société peinant à intégrer les femmes qui refusaient d'accepter leur rôle traditionnel. La réaction du corps médical à la nouvelle femme a révélé l'ampleur des angoisses victoriennes face à l'évolution des rôles de genre. Les médecins mettaient en garde contre les ambitions scolaires et professionnelles qui nuiraient à la santé reproductive des femmes, contre l'atrophie utérine provoquée par l'activité intellectuelle et contre la stérilité et la virilité des femmes qui poursuivaient une carrière. Ces avertissements médicaux, présentés comme des faits scientifiques, était en réalité l'expression d'une anxiété culturelle face à l'évolution des rôles des femmes.
L'engouement pour le vélo dans les années 1890 a donné aux femmes une liberté physique et une mobilité sans précédent. Pour la première fois, elles pouvaient se déplacer de manière autonome, parcourant des distances impossibles à pied. Le vélo est devenu un symbole de libération féminine, mais il a été farouchement combattu par les conservateurs, qui y voyaient une menace pour la bienséance féminine. Le débat sur le cyclisme féminin a révélé à quel point les mouvements des femmes avaient été restreints et contrôlés. Le développement de la machine à écrire et d'autres technologies de bureau a créé de nouvelles opportunités d'emploi pour les femmes. Mais ces emplois étaient soigneusement séparés et moins bien rémunérés que ceux des hommes. Le bureau est devenu un nouveau lieu d'inégalité entre les sexes. Alors que les femmes étaient embauchées comme subordonnées et privées de perspectives d'avancement, l'image de la secrétaire féminine a renforcé les stéréotypes selon lesquels les femmes seraient naturellement des auxiliaires et des soutiens plutôt que des leaders. L'essor de l'industrie de la mode a créé de nouvelles formes d'emploi pour les femmes, mais aussi de nouvelles formes d'exploitation. Les femmes travaillaient dans des usines de confection dans des conditions dangereuses pour un salaire de misère, créant les vêtements raffinés que portaient les femmes aisées. L'industrie de la mode dépendait du travail des femmes de la classe ouvrière, qui ne pouvaient jamais se permettre les produits qu'elles fabriquaient. Le développement des médias de masse a créé de nouveaux moyens de diffusion des idées féministes et de la propagande antiféministe. Les magazines féminins ont renforcé les rôles traditionnels des sexes tout en fournissant des informations sur la gestion du foyer, la garde des enfants et la mode. La tension entre ces messages reflétait une confusion culturelle plus large quant au rôle des femmes dans la société. Les réformes juridiques de la fin de l'époque victorienne ont commencé à remédier à certaines des inégalités les plus flagrantes, mais les progrès furent lents et limités. Les lois sur la propriété des femmes mariées de 1870 et 1882 accordèrent aux femmes un certain contrôle sur leurs revenus et leurs biens, mais elles restèrent confrontées à d'importants handicaps juridiques. Ces réformes furent souvent sapées par les juges conservateurs et la pression sociale. L'émergence du mouvement pour le suffrage des femmes marqua l'aboutissement de décennies de frustration et d'organisation. La revendication de droits politiques était à la fois radicale et logique. Si les femmes étaient responsables de leur propre comportement, elles devaient avoir leur mot à dire dans l'élaboration des lois qui les régissent. Mais l'opposition au suffrage féminin était féroce et parfois violente, révélant à quel point le pouvoir politique était perçu comme exclusivement masculin. Le mouvement anti-suffrage était largement mené par des femmes qui avaient intériorisé l'idéologie de la séparation des sphères et craignaient que les droits politiques ne détruisent le rôle particulier des femmes dans la société. Ces femmes soutenaient que le vote corrompra leur pureté naturelle et les rabaisserait au niveau des hommes. Le débat sur le suffrage féminin s'est transformé en un débat sur la nature même de la féminité. Les tactiques du mouvement suffragiste ont évolué, passant de pétitions polies à l'action militante, les femmes étant frustrées par la lenteur des réformes. Le recours à la violence et à la désobéissance civile par les suffragettes a choqué la société victorienne, qui n'avait jamais vu de femmes se comporter de manière aussi peu féminine. La réaction violente du gouvernement face aux suffragettes a révélé à quel point l'État était prêt à recourir à la force pour maintenir la domination masculine. Le gavage des prisonnières suffragettes était un exemple particulièrement brutal de violence d'État envers les femmes. Le gouvernement traitait l'activisme politique des femmes comme une forme de maladie mentale, utilisant des procédures médicales comme punition. Le gavage était à la fois physiquement dangereux et psychologiquement traumatisant, destiné à briser la volonté des femmes et à décourager d'autres personnes de rejoindre le mouvement. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914 a transformé le débat sur les droits et le rôle des femmes. La guerre a ouvert de nouvelles perspectives aux femmes, leur permettant de travailler dans les usines, les bureaux et les hôpitaux, démontrant ainsi leurs compétences et remettant en question les rôles traditionnels des sexes. Elle a également révélé les contradictions d'une société qui prétendait valoriser le rôle domestique des femmes tout en s'appuyant sur leurs contributions économiques et sociales. La fin de la guerre a marqué une victoire partielle pour le suffrage féminin, mais elle a également apporté de nouveaux défis. Le retour des soldats masculins a poussé les femmes à abandonner leurs emplois de guerre et à retourner à la vie domestique. L'idéologie des sphères séparées a été réaffirmée, même si elle n'a jamais pu contenir pleinement les aspirations et les capacités croissantes des femmes. Alors que l'ère victorienne se couchait, le monde que Margaret Whitmore avait connu commençait à s'effondrer.
Les certitudes rigides sur la nature et le rôle des femmes étaient remises en question par de nouvelles idées, de nouvelles technologies et de nouveaux mouvements sociaux. Mais l'héritage du mariage victorien allait perdurer pendant des décennies, façonnant les relations entre les sexes jusqu'au XXe siècle. Les femmes qui avaient souffert en silence à l'époque victorienne avaient posé les bases des générations futures de militantes et de réformatrices. Leurs expériences d'oppression et de résistance ont jeté les bases du mouvement pour les droits des femmes, qui allait finalement transformer la société. Le prix du progrès se mesurait en décennies de souffrance féminine. Mais leur sacrifice n'a pas été vain. Le traitement réservé aux femmes mariées à l'époque victorienne n'était ni une aberration ni une curiosité historique. C'était la conséquence logique d'une société qui valorisait la subordination des femmes plus que leur humanité. Les structures juridiques, économiques et sociales qui enfermaient les femmes dans des mariages violents étaient soigneusement construites et délibérément maintenues. Elles servaient les intérêts d'une société patriarcale qui dépendait du travail non rémunéré et de la disponibilité sexuelle des femmes. Les mythes romantiques sur le mariage victorien, qui persistent dans la culture populaire, contribuent à occulter cette histoire d'oppression et de résistance. L'image de l'épouse dévouée et du mari aimant masque la réalité des abus systématiques, des inégalités juridiques et des traumatismes psychologiques qui caractérisaient la plupart des mariages victoriens. La transformation du mariage, d'un idéal romantique à un contrat de propriété légale, ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle est le résultat de siècles de jurisprudence, de doctrines religieuses et de conditionnements sociaux qui ont progressivement privé les femmes de leurs droits et de leur dignité. L'ère victorienne a représenté l'apogée de ce processus, le moment où la subordination des femmes a été la plus complète et la plus soigneusement rationalisée. La révolution industrielle a créé de nouvelles richesses et de nouvelles angoisses sociales, mais elle a aussi engendré de nouvelles formes d'exploitation. Les mêmes forces économiques qui ont bâti les grandes fortunes victoriennes ont également créé les conditions qui ont rendu l'oppression des femmes à la fois nécessaire et profitable. La sphère domestique devint un lieu de travail non rémunéré qui subventionna l'économie industrielle. Si l'idéologie des sphères séparées masquait cette exploitation en la faisant passer pour naturelle et bénéfique, le rôle du corps médical dans le maintien de la subordination des femmes ne saurait être surestimé. En pathologisant le corps et l'esprit des femmes, les médecins créèrent des justifications scientifiques aux inégalités juridiques et sociales. Le traitement des femmes, considérées comme intrinsèquement malades et instables, justifia leur exclusion de la vie publique et leur confinement au rôle domestique. Les institutions religieuses qui bénissaient les mariages victoriens sanctifiaient également la souffrance des femmes. L'Église enseignait que la douleur était rédemptrice, que la soumission était vertueuse et que la résistance était un péché. Ces cadres théologiques donnaient une sanction divine à la cruauté humaine, facilitant ainsi l'acceptation de l'inacceptable, tant pour les auteurs que pour les victimes. Le système éducatif a renforcé ces schémas en refusant aux femmes l'accès aux connaissances et aux compétences qui auraient pu leur assurer leur indépendance. Cultiver délibérément l'ignorance féminine n'était pas un accident, mais une stratégie, un moyen de garantir que les femmes resteraient dépendantes des hommes pour l'information, les ressources et la prise de décision. Le système juridique a clos le cercle de l'oppression en privant les femmes de tout recours contre les abus, de tout droit à la propriété et de toute voix dans leur propre gouvernance. La loi les traitait comme des mineurs perpétuels, incapables de gérer leurs propres affaires, indignes de protection et indignes de justice. Mais l'aspect le plus insidieux du mariage victorien était peut-être la façon dont il dressait les femmes les unes contre les autres. L'idéologie de la respectabilité créait des hiérarchies parmi les femmes, les divisant en catégories, dignes et indignes, pures et déchues, réussies et ratées. Les femmes contrôlaient le comportement des autres, appliquant les mêmes normes qui les opprimaient toutes. La compétition pour les maris créait une pénurie artificielle et une compétition acharnée. On enseignait aux femmes à se considérer comme des rivales plutôt que comme des alliés, à garder leurs secrets plutôt que de partager leurs expériences, à souffrir seules plutôt que de s'organiser collectivement. Cet isolement était soigneusement entretenu, car la solidarité aurait été dangereuse pour l'ordre établi. Le coût de ce système était énorme, non seulement pour les femmes, mais pour la société tout entière. Le gaspillage du potentiel humain était stupéfiant. Des esprits brillants étaient prisonniers des corvées domestiques, des talents créatifs étouffés par les attentes sociales,
des capacités de leadership étouffées par les contraintes légales. L'époque victorienne aurait pu être une époque d'épanouissement humain sans précédent, mais elle est devenue un monument d'oppression systématique. Les femmes qui ont vécu cette époque ont développé des stratégies remarquables de survie et de résistance. Elles ont créé des réseaux de soutien clandestins, partagé des informations par le biais de conversations codées et trouvé des moyens d'exprimer leur frustration par des canaux acceptables. La force et la résilience dont elles ont fait preuve face à une oppression écrasante témoignent du refus de l'esprit humain de se laisser complètement anéantir. Le mouvement pour le droit de vote qui a émergé de cette époque ne se limitait pas au droit de vote. Il s'agissait d'une question de dignité humaine, du droit d'exister en tant que personne à part entière plutôt que comme la propriété de quelqu'un. Les femmes qui s'enchaînaient à des grilles, qui subissaient le gavage, qui risquaient l'emprisonnement et l'ostracisme social luttaient pour quelque chose de bien plus vaste que la représentation politique. Elles luttaient pour le droit d'être humaine. L'héritage du mariage victorien a perduré bien après la fin de cette époque. Les doctrines juridiques, les attitudes sociales et les présupposés culturels qui définissaient le rôle des femmes au XIXe siècle ont continué à façonner les relations entre les sexes tout au long du XXe siècle et au-delà. Le combat pour l'égalité, entamé à l'époque victorienne, se poursuit aujourd'hui sous différentes formes, mais avec le même objectif fondamental, la reconnaissance de la pleine humanité des femmes. Les arguments économiques en faveur de la subordination des femmes ont évolué, mais n'ont pas disparu. La même logique qui justifiait l'exclusion des femmes de la propriété justifie aujourd'hui les écarts salariaux et la ségrégation professionnelle. Les mêmes hypothèses sur le rôle naturel des femmes qui ont enfermé les épouses victoriennes dans la servitude domestique exercent aujourd'hui une pression sur les femmes modernes pour qu'elles choisissent entre carrière et famille. La prise en charge des femmes par le corps médical s'est considérablement améliorée, mais la tendance à pathologiser l'expérience féminine persiste. Le diagnostic d'hystérie a été remplacé par d'autres étiquettes, mais l'hypothèse sous-jacente selon laquelle les plaintes des femmes sont souvent d'ordre psychologique plutôt que physique continue d'influencer la pratique médicale. Les justifications religieuses de la subordination des femmes ont été contestées et largement abandonnées dans les confessions religieuses dominantes, mais elles persistent dans les communautés religieuses conservatrices. Les mêmes passages bibliques qui justifiaient les souffrances des femmes victoriennes sont encore cités pour soutenir les rôles traditionnels des sexes et l'autorité masculine. Les barrières éducatives qui limitaient les opportunités des femmes victoriennes ont été largement levées, mais des formes subtiles de découragement et de discrimination continuent de façonner leurs choix et de limiter leur réussite. La croyance selon laquelle les femmes sont naturellement adaptées à certains domaines et pas à d'autres continue d'influencer tous les domaines, de l'admission à l'université à l'avancement professionnel. Le cadre juridique qui faisait des femmes victoriennes la propriété de leur mari a été réformé, mais les rapports de force sous-jacents à l'origine de ces lois n'ont pas été complètement transformés. Les mêmes attitudes qui ont rendu le viol conjugal juridiquement impossible continuent d'influencer la manière dont les affaires d'agression sexuelle sont traitées par la police, les procureurs et les juges. L'héritage le plus persistant du mariage victorien est peut-être la façon dont il a normalisé la violence envers les femmes et créé une culture du silence autour de ces abus. L'idée que les relations entre un mari et sa femme sont privées, que la violence conjugale est une affaire de famille plutôt qu'un crime, que les femmes qui persistent dans des relations abusives sont en quelque sorte complices de leur propre victimisation, ces attitudes sont profondément ancrées dans l'idéologie victorienne. La mythologie romantique qui entoure le mariage victorien sert un objectif politique contemporain, offrant une vision nostalgique de rôles de genre traditionnels qui n'ont jamais existé. L'image de la famille victorienne heureuse, avec son épouse dévouée et son mari protecteur, est utilisée pour plaider en faveur d'un retour à des valeurs qui étaient en réalité des systèmes d'oppression. Les femmes qui ont souffert dans les mariages victoriens n'étaient pas des victimes passives, mais des actrices actives qui ont trouvé le moyen de résister, de survivre et parfois de s'épanouir malgré des contraintes écrasantes. Leurs histoires nous rappellent que la dignité humaine ne peut être totalement détruite, que le désir de liberté et d'égalité est plus fort que les systèmes conçus pour le réprimer. Les dossiers médicaux, les documents juridiques et les lettres personnelles de l'époque victorienne offrent un contre-récit au récit officiel d'une vie domestique heureuse. Ils révèlent la réalité quotidienne des femmes, les petits actes de rébellion et de résistance qui maintenaient l'espoir, les réseaux de soutien qui les soutenaient dans leurs moments les plus sombres. La transformation du mariage,
institution d'oppression, en partenariat n'était pas inéluctable. Elle était le fruit de décennies de luttes menées par des femmes qui refusaient d'accepter leur subordination comme naturelle ou nécessaire. Les réformes juridiques, les changements sociaux et les mutations culturelles qui ont amélioré le statut des femmes ont été obtenus grâce au courage et à la persévérance de femmes qui ont dû faire face à un coût personnel énorme pour leur militantisme. Le prix du progrès se mesurait en vies individuelles détruites, en potentiel non réalisé, en rêves reportés de génération en génération. Les femmes mortes en couches, qui souffraient en silence, qui n'avaient jamais eu la chance de développer leur talent ou de poursuivre leurs intérêts, elles étaient les victimes d'un système qui privilégiait la stabilité sociale au détriment de la dignité humaine. Mais leur sacrifice n'était pas vain. Chaque femme qui a résisté, chaque femme qui s'est exprimée, chaque femme qui a refusé d'accepter sa subordination comme naturelle a contribué à la lente transformation des consciences qui a finalement rendu le changement possible. Le mouvement pour le droit de vote, les réformes juridiques et les changements sociaux qui ont suivi se sont construits sur la base d'innombrables actes individuels de courage et de résistance. Le traitement réservé aux femmes mariées à l'époque victorienne n'était pas unique dans l'histoire de l'humanité, mais il était particulièrement bien documenté et rationalisé. Les mêmes schémas d'oppression qui caractérisaient le mariage victorien se retrouvent à d'autres époques et en d'autres lieux, adaptés à différents contextes culturels, mais suivant la même logique fondamentale de domination masculine et de subordination féminine. L'étude du mariage victorien révèle les mécanismes par lesquels l'oppression est maintenue et justifiée. Elle montre comment les institutions juridiques, économiques, religieuses et sociales peuvent concourir à créer et à maintenir des systèmes d'inégalité. Elle démontre l'importance de l'idéologie pour rendre l'oppression naturelle et inévitable. Mais cela montre aussi la puissance de la résistance humaine, la façon dont même les systèmes d'oppression les plus complets suscitent leur propre opposition. Les femmes qui ont vécu l'époque victorienne ont jeté les bases intellectuelles et organisationnelles des mouvements qui allaient finalement transformer la société. Leurs expériences d'oppression sont devenues la source de leur force et de leur détermination à créer un monde meilleur. L'ère victorienne est révolue, mais ses enseignements restent pertinents. Les forces qui ont créé et maintenu l'oppression des femmes au XIXe siècle continuent d'opérer sous différentes formes aujourd'hui. Les mêmes stratégies qui ont servi à justifier la subordination des femmes sont toujours employées pour défendre d'autres formes d'inégalité et d'injustice. Les femmes qui se sont battues contre le mariage victorien ne se battaient pas seulement pour elles-mêmes. Elles se battaient pour les générations futures, pour le principe selon lequel tous les êtres humains méritent dignité et égalité. Leur victoire était incomplète, mais elle était réelle. Le monde qu'elles ont créé n'était pas parfait, mais il était meilleur que celui dont elles ont hérité. Ce soir, alors que nous concluons cette étude du mariage victorien, nous retournons dans cette maison de ville de Manchester, en 1847. Les larmes de Margaret Whitmore ont séché. Mais le silence qui suit n'est pas la paix. C'est le silence d'une femme qui rassemble ses forces pour un autre jour, un autre acte de petite résistance, un autre moment de survie dans un monde conçu pour détruire son esprit. Le papier peint de sa chambre est délavé, le motif usé par des années de regards désespérés pendant des nuits blanches. Mais à la lumière matinale filtrant à travers les lourds rideaux, elle se lèvera, s'habillera soigneusement pour cacher ses bleus et affrontera la journée avec le même courage que d'innombrables femmes avant et après l'ont déployé face à des épreuves impossibles. Son histoire n'est pas unique, mais elle n'est pas oubliée. Chez chaque femme qui refuse d'accepter moins que ce qu'elle mérite, dans chaque loi qui protège plutôt qu'opprime, dans chaque mariage fondé sur l'égalité plutôt que sur la propriété, la résistance de Margaret perdure.